On est sur le dernier événement du Data Day. Je suis déjà un peu ému. Pour cette journée qui a été riche et qui l'est encore aujourd'hui, même à cette heure-ci de la journée où on a vu énormément d'acteurs déjà parler sur la manière de travailler, que ce soit des grandes entreprises, des institutions. Et je suis particulièrement fier à cette heure-ci d'être aux côtés de collègues de travail presque maintenant, et avec Data Sulting qui a piloté et avec nous en partenariat, et je vais laisser les personnes se présenter aussi après ça, une étude sur la maturité data des PME. On va y revenir, des PME, mais pas que, les OTI aussi, il y a eu des grands groupes aussi, on va y revenir sur tout ça. C'est vraiment une démarche inédite, encore une fois, je voulais vous remercier de votre présence, que ce soit Data Sulting, Occitanie Data, Ad-Hoc également. C'est une initiative conjointe et cette configuration aussi est inédite. J'en profite pour vous remercier encore. Gaël, je vais te passer la parole et tu vas pouvoir un peu nous présenter le cadre de cette étude, la méthodologie, qu'est-ce qu'on y apprend, mes collègues vont pouvoir aussi réagir parce qu'on a chacun nos métiers, c'est vrai, et chacun a son entrée dans la manière de traiter les données, en tout cas de les lire, de les analyser pour nos métiers. Je te laisse, c'est à toi la parole, Gaël. Merci. Merci beaucoup Louis et surtout merci pour cet accueil et puis ça, comme tu l'as dit, cet échange et cette participation collective. Ça a été une super expérience à mener ensemble et puis justement je suis content de pouvoir la partager avec vous aujourd'hui et de commencer à restituer cette enquête. Peut-être avant de commencer, peut-être ça serait sympa que chacun peut-être se présente. Bonjour, merci. Donc, Franck Bertu, donc conseiller chargé de mission numérique à l'agence Ad-Hoc pour la direction innovation et référent en transformation digitale pour l'agence Ad-Hoc en transformation digitale. Bonjour à tous, merci de l'invitation du coup Louis. Et je suis Olivier Oradou, délégué général d'Occitanie Data. Occitanie Data, on en a parlé déjà un petit peu au cours de la journée. Une structure, association de préfiguration qui regroupe tout un ensemble de membres, publics, privés, académiques, monde de la recherche. Je ne vais pas tout détailler, sinon on passe les 3 quarts d'heure là-dessus. Mais voilà, on est ravis d'avoir été partenaire de cette initiative de Data Sulting. Et il y a des enseignements très intéressants dont on va pouvoir parler du coup pendant ces 3 quarts d'heure. Merci Olivier. Et donc Gaël Philippe, moi je suis président de la société Data Sulting, qui est donc un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'analyse, le traitement et la valorisation des données au service de la performance des entreprises. Et on reviendra sur ce sujet de performance, c'est celui qui nous a motivés dans le lancement de cette opération. Donc je vais revenir sur les thématiques qui vont être abordées là, pendant ces 45 minutes. Donc déjà, on va présenter le cadre de l'enquête, la manière dont ça s'est déroulé. En fait, c'est réellement une initiative qui est née de la contrainte Covid, puisqu'on s'est aussi posé des questions en cette période de prise de réflexion, on va dire, et de prise de recul. Comment on pourrait contribuer à l'échelle locale, à l'échelle de l'Occitanie, à apporter des informations d'aujourd'hui sur lesquelles on a du mal à avoir des chiffres, à avoir des retours de la part des sociétés qui sont présentes sur le territoire, sur ces sujets de traitement des données en entreprise et en quoi elles peuvent générer de la valeur et en quoi c'est aussi un sujet de difficulté pour les entreprises pour passer à l'action dans un certain nombre de cas de figure. Donc on reviendra sur également un élément qui a été un peu le tronc et notre point central sur cette réflexion d'enquête, c'est d'évaluer cette fameuse maturité. Alors on parle de maturité data, mais c'est nous qui avons donné un nom de concept arbitraire et complètement... c'est nous qui l'avons défini. Alors la notion de data peut faire peur dans certains cas de figure. On a d'ailleurs beaucoup de sociétés qui aujourd'hui considèrent que la data appartient à l'informatique. Nous, on considère que la data doit être un moteur pour l'ensemble des métiers de l'entreprise et que chacun puisse se l'approprier. Donc on a aussi quelque part aujourd'hui un devoir de sensibilisation auprès des entreprises du territoire sur ces sujets de valorisation des données. Et puis, on reviendra donc sur les résultats de l'enquête, puisque c'est comme ça, c'est quand même aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et je laisserai Franck et Olivier commenter sur les sujets qui leur tiennent à cœur et sur les actions qui peuvent être menées à l'échelle de la région sur ces thématiques. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, pour revenir sur cette enquête, on l'a poussée en ligne. C'était un formulaire qu'on a adressé à l'aide de nos partenaires. Donc là, on voit la liste des partenaires qui étaient présents. Donc on avait également Leader Occitanie, qui est une association d'entrepreneurs et d'entreprises de la région, qui regroupe ces sociétés-là. Donc Occitanie Data, on en a parlé. La Mêlée, bien entendu. Digital 113, qui est aussi un cluster du numérique en Occitanie. Également Ad-Hoc,
Franck s'est présenté et puis il pourra développer, mais voilà, la région et sur les sujets d'innovation en région. Et puis l'UIMM qui représente la filière de l'industrie et de la métallurgie. Et donc là, on a également travaillé avec eux sur cette enquête, sachant que quand on dit travailler avec eux, chacun de ces organismes a relayé l'enquête auprès de chacun de ses adhérents ou des contacts avec lesquels ils interagissent sur ces sujets au quotidien. On a déroulé l'enquête sur une période d'à peu près 5 semaines. Donc on a pu, au travers de cette période, alors période compliquée, je rappelle quand même le contexte, sortie confinement, on s'est lancé au mois de juin en disant il n'y a pas de souci, on va y aller, on va pousser pour avoir des retours sur cette enquête. Donc on a eu 170 répondants, ce qui est pour nous déjà un bon résultat, même si on espérait aller un peu plus loin, mais pour une première édition, au final, on est assez content. Les répondants sont principalement des dirigeants d'entreprise. Alors on le verra, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc il y a tout type de profil d'entreprise, tous secteurs confondus. On n'a pas eu vocation pour cette première édition à cibler un secteur en particulier. Et donc également, donc on a parlé des dirigeants, mais également des responsables métiers ou des directeurs de services. Alors, les objectifs de l'étude, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est parti d'un constat. Nous, on est une entreprise qui travaillons au quotidien sur le terrain et qui allons voir des chefs d'entreprise. Et on s'est rendu compte qu'en Occitanie, en tout cas, quand on cherche des chiffres, quand on cherche des informations sur l'état de santé de la région, on a pas mal d'infos. Sur la crise après Covid, on a pas mal d'informations. Par contre, sur l'usage des données et la manière dont elles contribuent à la performance des entreprises, là, c'est déjà plus compliqué pour trouver des informations. Et puis, quand on va voir les chefs d'entreprise, eux-mêmes ne savent pas trop ce qui existe pour les aider à mener des projets data ou des projets qui impliquent l'usage des données de leur entreprise. Donc, on s'est dit, tiens, c'est une opportunité pour nous de pousser cette démarche-là pour arriver à fédérer les acteurs et apporter des réponses aux questions qu'on se pose au quotidien. Et encore une fois, à l'échelle du territoire. Deuxième élément qui nous a motivés, c'est d'aller chercher les enjeux ou les préoccupations des entreprises sur le territoire et celles qui, pour eux, nécessiteraient un usage plus efficace et plus innovant de leurs propres données. Et également les freins, qu'est-ce qui les empêche concrètement de passer à l'action ou de recruter, d'avancer, de former, de sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise sur ces sujets. Et puis le troisième élément, et c'est pour ça qu'on a deux représentations de la région avec deux entités différentes, c'est comment la région, Occitanie, peut aider ces entreprises qui cherchent à apporter de la performance dans leur activité à l'aide des données au travers de différentes actions qui peuvent être de l'accompagnement, du financement, enfin voilà. Et ça, c'est aussi un élément qui nous a motivés à avancer ensemble. Donc là, je vais passer au concept de la maturité data. Donc, je vous l'ai dit, on a développé nous-mêmes ce concept. Ce n'est pas un concept académique. On s'est appuyé, on a regardé ce qui se faisait. Il y a le BCG, il y a pas mal de McKinsey qui a travaillé sur ces thématiques de maturité. Alors, on parle surtout de maturité digitale des entreprises. La maturité data, nous, on s'est focalisé sur ces enjeux liés au traitement de la donnée. Et donc, on a identifié plusieurs piliers qui nous semblaient intéressants à prendre en considération quand on veut évaluer sa maturité en entreprise. Et au travers de ces différents piliers, donc on retrouve les outils et le potentiel data. Donc concrètement, quels sont les outils qui me permettent de digitaliser mes processus en interne, qui me permettent de collecter de la donnée aujourd'hui, et du coup, quel est le potentiel que je peux en dégager. Donc ça, c'est un premier pilier, un premier indicateur. Deuxième élément, la culture data. Est-ce que dans l'entreprise, on se transmet des informations? Est-ce qu'on sensibilise les collaborateurs? Est-ce qu'on forme les collaborateurs sur ces sujets et ces enjeux liés à la donnée et aux moyens et aux outils qu'on peut mettre en œuvre pour apporter du résultat et quelque part apporter un impact parce qu'on parle de performance, mais ça peut être aussi de l'impact positif. On va revenir sur les sujets RSE un petit peu plus tard. Donc en gros, est-ce qu'il y a une culture data dans l'entreprise? Troisième axe, l'organisation et la gouvernance. Aujourd'hui, on parle d'outils, on parle de techno. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle data, j'entends beaucoup de gens parler de techno. Mais en dehors de la techno, il y a des gens. Il y a des gens qui doivent mettre ça en œuvre. Il y a des gens qui doivent faire en sorte que ce soit fluide, que les métiers puissent avoir les réponses attendues à leurs enjeux métiers à l'aide des données. Est-ce que dans les entreprises, on a mis en place une gouvernance, une organisation qui permet de répondre de manière efficace à ces enjeux? Donc ça, c'est un élément qu'on a trouvé intéressant aussi à développer. Et puis les deux derniers axes, donc la stratégie data. Est-ce que dans mon entreprise, le top management, est-ce qu'il y a une vision, une stratégie qui est mise en œuvre pour mettre à profit la donnée dans ma vision à 3, 5 ans, 10 ans? Est-ce que réellement c'est intégré dans mon plan de route? Et puis le dernier point, les compétences. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir répondre à ces enjeux
pour devenir une entreprise data-driven. Donc là, au final, on vous a matérialisé une toile de maturité. C'est un petit peu le modèle qui permet de simplement se projeter rapidement. C'est aussi pour nous, pour faire un état des lieux à un moment donné. Et si on revient 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, on a au moins des éléments mesurables qui permettent de voir de manière tangible comment l'entreprise progresse en termes de maturité data. Donc là, on a, pour revenir sur ce concept, je ne rentrerai pas dans les détails puisque vous pourrez, alors vous verrez, il y a un lien, je ne sais pas si vous le voyez, sur la présentation. Il y a un lien qui vous permettra d'accéder à l'enquête dans sa totalité, donc avec l'ensemble des informations détaillées. Mais ce qu'on a cherché à faire, c'est, on parle souvent de persona dans le marketing, donc c'est identifier des profils qui pourraient être le vôtre, dans votre entreprise ou votre entreprise, et dire où vous en êtes dans votre maturité data. Depuis celui qui n'est pas du tout digitalisé, donc le premier, étape 0, moi j'ai rien, j'utilise Excel a priori pour collecter quelques informations, j'ai des chiffres, mais aujourd'hui je ne pilote pas à l'aide d'outils digitaux mon entreprise, jusqu'à des sociétés qui sont complètement, on va dire, data-driven, c'est-à-dire qu'ils ont injecté de l'intelligence artificielle et ils sont capables d'automatiser un certain nombre de processus et donc de décisions sans l'intervention de l'humain. On le verra dans notre enquête, il y en a très peu qui rentrent dans cette catégorie, et je dirais c'est normal puisque c'est la plupart des entreprises en France ne rentrent pas dans cette catégorie, même s'il y en a beaucoup qui souhaitent le devenir. Et aujourd'hui, c'est plutôt du domaine des GAFA, type Amazon, etc. Et notre idée aussi, c'est d'accompagner cette maturité sans griller les étapes. Alors je reviens sur cette notion de sans griller les étapes, alors de manière un peu triviale. L'idée n'est pas d'essayer de passer de l'étape 0 à l'étape 6, c'est juste impossible et on risque de faire de grosses bêtises, voire de mettre de l'argent par les fenêtres. Donc c'est aussi cette sensibilisation qui est importante à nos yeux et qu'on souhaite partager avec l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces sujets. Donc dans notre enquête, pour revenir sur ces profils, on a constaté qu'il y avait beaucoup de profils qui sont dans une période où ils ont mis en place des outils de pilotage, tableau de bord pour décider, pour mieux prendre des décisions. Donc soit des tableaux de bord simples qui s'appuient sur des infos de données qui sont alors ce qu'on appelle nous en silo, c'est-à-dire que c'est un département qui a mis en place ces tableaux de bord et qui va prendre des décisions sur la base des informations qu'il collecte. Ça peut être la direction financière, ça peut être la direction commerciale, on verra que c'est souvent eux qui sont concernés, ou alors des sociétés qui sont un peu plus évoluées et qui commencent à croiser les données. Et là, qui font un pilotage qu'on a appelé évolué, qui font de la BI, donc de la business intelligence, pour ceux qui voudraient se renseigner sur ces sujets si vous ne connaissez pas cette thématique. Et là, c'est des gens qui commencent à désiloter, donc quelque part à croiser toutes les données de l'entreprise pour commencer à générer de l'intelligence autour des données qu'on a et sur lesquelles on va pouvoir prendre des décisions plus rapides et anticiper potentiellement, je veux vendre mais j'ai pas de stock, c'est intéressant de le savoir parce que si je pousse des produits que je n'ai pas en stock, ça sert à rien de le faire. Et inversement, si je ne pousse pas des produits alors que j'en ai plein en stock, ça vaut peut-être le coup de se poser des questions. Donc voilà, on a plutôt des profils d'entreprise qui sont dans cette catégorie-là. Donc là, je vais rentrer dans les résultats de l'enquête. Donc là, on a eu 170 répondants. Sur ces 170 répondants, on a une forte proportion d'industrie, puisqu'on avait à peu près 33% de répondants qui étaient du secteur industrie, alors largement poussé par l'UIMM, donc qui est le syndicat donc de l'industrie de la métallurgie. Et puis ensuite arrivent derrière les services B2B et les services B2B du numérique. Je vais revenir sur les biais possibles de cette enquête. Et c'est pour ça que je vous mets en garde aussi sur la manière d'analyser les résultats. C'est une première édition. On a beaucoup de gens qui étaient matures au final et sensibles à ces sujets du numérique. Nous, ce que l'on souhaite, c'est pousser cette dynamique et relancer alors, on souhaite mettre en place un observatoire de la maturité data des entreprises en Occitanie et donc élargir le scope et toucher un plus grand nombre de répondants qui pourraient avoir des profils beaucoup moins matures et voir quelles sont justement leurs problématiques et leurs enjeux. Mais pour cette première édition, on est quand même sur une base de personnes qui sont assez matures. Deuxième élément notable, on a une forte proportion de petites entreprises, donc de moins de 50 salariés, puisque ça représente à peu près 65% des répondants. Le reste réparti sur des entreprises pouvant être entre 50 et plus de 500 collaborateurs. On a quand même 11% des répondants qui ont plus de 500 collaborateurs, donc profil grand compte ETI. Alors, autre élément, tout à l'heure, on parlait des dirigeants. Donc, 63% des répondants sont des dirigeants d'entreprise, donc des DG ou chefs d'entreprise au sens large. Et derrière arrivent les DAF, les DSI et les directions métiers.
En termes de représentativité territoriale, on a une forte proportion de répondants sur l'Hérault. Alors, nous, on est basé à Montpellier, donc il y a peut-être un lien de cause à effet. En tout cas, sur Toulouse, c'est le deuxième département qui arrive et on compte sur Toulouse pour la prochaine édition, du coup, pour augmenter le nombre de répondants et donc alimenter cet observatoire. Je remercie la dame qui fait un signe de... Donc voilà, pour cette première édition, Montpellier était en tête. Et je ne suis pas chauvin du tout. Donc, premiers enseignements en termes de chiffres. Les principaux enjeux qui ont été remontés, en fait, on s'est rendu compte que les chefs d'entreprise, ou du moins les décideurs, nous remontent des enjeux business. J'aimerais acquérir plus de clients. Alors, est-ce que c'est l'effet Covid? Pas forcément, parce qu'on voit que beaucoup d'enquêtes remontent quand même que le développement du chiffre d'affaires est une préoccupation quotidienne du dirigeant d'entreprise. Deuxième enjeu, la satisfaction à l'expérience client. Et puis arrive tout de suite derrière la fidélisation. Donc voilà, c'est développer l'activité, développer le chiffre d'affaires et puis le pérenniser. Donc ça, c'est vraiment les sujets qui ressortent en termes de réponse. Et ensuite arrive le pilotage de l'entreprise. Donc on est quand même sur ces enjeux de je veux pérenniser mon activité, je veux développer mon business. Et ça, c'est les principales préoccupations. En termes de potentiel, en termes de freins, les principaux freins qui nous seront remontés, c'est le premier, et je dirais c'est un frein qui est assez, alors vous allez me dire, c'est des freins classiques, dès qu'on fait de l'innovation, c'est les premiers freins qu'on retrouve. J'ai pas de temps, c'est pas prioritaire. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de quoi financer ce projet-là. Et 3, j'ai pas les compétences. Donc je dirais que la data n'est pas originale en termes de freins. Pour autant, on voit et on va le voir dans les sujets de sensibilisation, on a sûrement un gros travail à faire pour sensibiliser et accompagner, pour montrer qu'au final, la data, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément extrêmement cher, et puis que la data, c'est pas un sujet forcément pour les geeks et les DSI, c'est aussi un sujet métier sur lequel on va parler d'enjeux business et comment on va pouvoir, à l'aide des données, répondre à ces enjeux. Je ne sais pas si vous voulez commenter ce premier slide. Ça entre en résonance avec quelque chose qu'on a entendu ce matin, la keynote de Berger-Levrault, oui. De Christophe, j'ai mangé son nom, Bolsonaro peut-être, ouais. Qui a eu une phrase à un moment donné en disant, alors il parlait de l'IA, mais l'IA c'est son read data, il dit la data c'est pas forcément que le big data, c'est le small data, on peut faire des choses aussi avec. Et je pense que là, dans les gens qui répondent, en tout cas pour ceux peut-être qui ont une maturité pas forcément très développée, il y a ce frein aussi de se dire, non mais moi j'ai pas de big data, je peux pas faire, j'ai pas des masses de données énormes, je pourrais donc rien en faire. Et là, il y a effectivement un accompagnement à leur apporter, prise de conscience à faire, pour dire que avec un petit ensemble de données, on peut quand même faire des choses. On peut, pour soi, ou les croiser, les valoriser avec d'autres. Et là, il y a un enjeu fort, à mon avis. Oui, et d'autant plus qu'avec la technologie moderne, on peut vite acquérir des flux de données qui, même si ce n'est pas des données internes, avec des données externes, très vite arriver avec des volumes suffisants pour même, bien sûr, traiter le small, mais aussi le big, même pour les petites entreprises. Complètement. Et en fait, c'est vrai qu'on revient sur le sujet de maturité. En fait, à partir du moment où on a mis en place des outils, on commence à structurer, y a déjà des choses à faire. Et en fait, il faut juste franchir ces étapes et puis être conscient de ce qu'on peut faire et au moment où on peut le faire. Et effectivement, en tout cas, en termes de sensibilisation et peut-être d'accompagnement, il y aura des choses à proposer. Alors après, il y a des sujets qu'on n'a pas notés en termes de freins, mais c'est vrai que si je rebondis sur ce que disait Olivier, 16% disent qu'ils ont un trop faible volume de données exploitées. Rappelons-nous du profil des répondants, 61% ou 65%, ils ont moins de 50 salariés. Donc il y a un lien de cause à effet aussi avec la base de répondants. Mais pour autant, voilà, il y a des choses qui sont moins remontées, mais pour autant, ça peut être des freins qui peuvent évoluer en fonction de la taille des entreprises. Alors, il y a quand même un élément notoire et que je trouve intéressant, c'est que 92% des répondants, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, nous disent qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent générer de la performance dans leur entreprise à l'aide des données, de leurs données. Ce qui veut dire qu'on est conscient qu'il y a un potentiel, qu'on est conscient qu'on peut faire quelque chose, mais après, voilà, arrivent les freins. Le top management n'a pas de vision stratégique sur ces sujets-là, on n'a pas la volonté, c'est pas priorisé, on est dans l'opérationnel. Et donc, du coup, ça, quelque part, on n'arrive pas à mettre en place les actions sur lesquelles on est convaincu que ça pourrait générer de la valeur. Et transformer le rêve en réalité, ça nécessite généralement des actions et des efforts, une méthode, voilà.
En termes de données collectées, alors il y a des éléments qui reviennent régulièrement, forcément les données financières, donc on est conscient. 88% nous disent qu'ils sont conscients d'avoir des données financières, donc qui sont collectées dans leur logiciel comptable, dans leur logiciel de gestion. Ensuite arrivent les données clients et ventes. Donc on a un CRM, on a des outils qui nous permettent de suivre les commandes. Donc ça, on est conscient qu'on a ces données-là. Et ensuite arrive, j'allais dire loin derrière, pas forcément très loin, mais ça dépend encore des secteurs d'activité, la production, le management, la RH, où là, on dégrade un petit peu et la donnée est peut-être moins exploitée. En tout cas, elle arrive derrière les sujets qui semblent logiques et incontournables pour tous, qui sont la finance et la vente et la gestion, la relation client en sens large. Open Data, alors je ne sais pas après si vous voulez compléter sur le sujet Open Data, l'Open Data arrive à 22%. Aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui sont mises à dispo par les opérateurs publics, mais au final, c'est assez peu utilisé dans les usages des entreprises pour générer de la performance. Alors que nous-mêmes, on en parle aussi entre pairs, entre guillemets, on sait qu'il y a beaucoup de valeur à dégager de par le croisement des données qui sont disponibles en Open Data avec des données internes à l'entreprise. Et le croisement et l'enrichissement de ces données peuvent apporter beaucoup de valeur à l'entreprise. Mais on voit que dans les faits, pour l'instant, il y a encore peu de cas d'usage et il y a peu de retours. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce sujet-là. Oui, je confirme qu'il y a toute une phase effectivement d'évangélisation auprès des entreprises pour qu'elles aillent, si ce n'est travailler sur leurs données internes, regarder aussi les données externes qui sont des vrais partenaires pour créer de la valeur, ne serait-ce que des sites comme Pôle emploi qui ont des sites avec des interfaces, des flux de données très intéressantes pour recruter et qui méritent d'être plus connus. Donc c'est pas en soi l'open data, mais rien que les flux de données accessibles et des fois gratuitement, même si ce n'est pas l'objet de la discussion, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur comment acquérir de la donnée sans forcément en générer soi-même et en tirer de la valeur. Ouais, c'est une vraie problématique, la mise en visibilité de ce qui existe déjà, que ce soit de l'open data où nous on travaille avec Occitanie Data à mettre en visibilité avec un principe de catalogage ce qui existe dans notre écosystème. Alors on n'est pas forcément sur l'open data, mais le problème existe aussi pour l'open data, contrairement à ce qu'on pourrait benoîtement penser. Et c'est pas que français. Alors j'ai problème de mémoire, donc je vais me tromper sur la ville, mais je me souviens d'avoir lu tout une problématique qui avait eu lieu dans un port néerlandais. Alors je ne sais pas si c'est le port de Rotterdam ou je ne sais plus quelle est la ville qui avait créé toute une plateforme de mise à dispo et en visibilité de leurs données ouvertes et qui au bout de, je ne sais plus, peut-être 2 ou 3 ans avait arrêté l'expérience parce qu'elles n'étaient pas utilisées, mais en fait ils avaient eu un gros problème de faire savoir. Et là aussi, c'est un enjeu. Ouais. Merci Olivier pour ce complément. Vous m'en voudrez pas. Non. Bon, c'était en Hollande. Autre élément qu'on a relevé, c'est qu'il y a une prise de conscience des enjeux de valorisation des données. Donc là, on a 54% des entreprises, enfin 54-55% des entreprises qui disent vouloir lancer des actions en 2021 mettant à profit leurs données. Donc il y a une vraie volonté de faire des choses. En tout cas, c'est ce qu'on a perçu. Et dans la volonté de faire des choses, on revient sur des sujets de transformation digitale, parce qu'on a posé la question d'ailleurs sur quelles étaient les premières actions que vous souhaitiez mener, et c'est la digitalisation des processus, donc c'est le travail sur les processus, et arrive derrière la formation, le recrutement, donc la mise à disposition de compétences en interne. Mais on revient quand même sur ces sujets de transformation digitale en priorité, il faut qu'on travaille sur nos processus. Ensuite, un autre élément, donc on revient sur ces notions de compétences. Est-ce que vous avez les compétences en interne pour analyser ces fameuses données que vous souhaitez valoriser? Donc là, on en a 20% qui disent oui, j'ai pas de souci, j'ai les compétences en interne sur la totalité des répondants. Et ensuite arrive derrière, oui, mais je continue à développer. Donc là, on en a 34%. Et malgré tout, et ça c'est le chiffre que je voulais mettre en évidence, il y en a 6% qui indiquent qu'ils ont un recrutement en cours pour mieux traiter ces données et mieux les valoriser. Donc il y a aussi un travail à faire, j'imagine, en termes de formation, de sensibilisation sur est-ce que vous avez besoin de ressources en interne pour répondre à ces cas d'usage, à quel moment il faut intégrer des ressources, quels sont les profils qui existent. On a posé des questions, alors là on ne le verra pas dans ce retour-là, et ça vous le verrez dans l'enquête, sur est-ce que vous avez des data scientists, data analysts. On était surpris par le nombre de personnes qui disaient avoir des data scientists en interne, quelle que soit la taille de l'entreprise. On connaît les profils de data scientists, on connaît leurs coûts, on connaît leur efficacité, qui peut être très aléatoire selon
le niveau de formation, le côté junior, et surtout si ces gens-là ne sont pas pilotés, mettez un avion Airbus sans pilote ou un junior sans avoir un copilote. Je pense que je suis à Toulouse, je pense que certains auront la réponse. Il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent dans un immeuble, même si on automatise plein de choses pour autant. Ensuite, deuxième sujet, la formation donc liée au sujet data encore trop peu présente. Donc 58% des entreprises disent qu'ils n'ont pas formé leurs collaborateurs sur des sujets data. Donc il n'y a pas d'action qui a été menée dans ce sens. Alors là, on n'a pas plus creusé. Effectivement, selon la taille de l'entreprise, ça évolue. Il y a quand même un élément intéressant. Je laisse terminer la musique, c'est agréable en même temps. Il y a un élément qui est intéressant sur ce chiffre-là, c'est qu'on a vu des disparités en fonction des tailles d'entreprise, et même dans les grosses entreprises. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis cet indicateur. Non, finalement, je ne l'ai pas positionné. Sur la culture data de l'entreprise, on voit que la culture data, dans les grandes entreprises, il y a le vernis. Donc, on dit beaucoup que c'est partagé, mais ce n'est pas répandu. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Donc, il y a un vernis qui est fait en termes de culture data. Pour autant, nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce vernis suffit pour embarquer les équipes dans la mise à contribution des données dans leur métier et peut-être que sur ces sujets-là, il y a aussi quelque chose à faire pour embarquer les équipes plutôt que simplement les informer sur des sujets qui leur paraissent lointains de leur métier. Je vous laisse prendre la main peut-être sur ce sujet. C'est peut-être ce que tu allais dire, donc désolé si je te coupe l'herbe sur le pied, mais sur la formation, je crois que c'est le moment d'y aller, puisque j'ai moi-même, en tant qu'employeur, reçu une alerte de mon OPCO et en lien avec la région Occitanie pour dire si vous avez identifié des formations data IA pour vos salariés, d'ici la fin de l'année, on vous les prend en charge à 100%. Alors il y a quelques paramètres, hein, mais donc c'est un enjeu fort qui est bien identifié, notamment dans la région Occitanie, et c'est le moment d'y aller parce qu'il y en a effectivement besoin. Oui, complètement. La région d'ailleurs est assez motivée, hein, avec un slogan formé plutôt que licencié dans cette période un peu compliquée. Moi, je dirais que le déclenchement du recrutement ou d'une formation d'ingénieurs pour des spécificités de technologies comme Big Data, l'IA ou la Data Scientist, c'est un bon marqueur de maturité digitale, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'équipe dirigeante, en tout cas, est en train de noter que la compétence numérique rentre dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, oui, il faut y aller, pas tout de suite forcément, pour les petites entreprises qui nous écoutent. Peut-être commencer à une prestation pour essayer de tester. Et dès qu'effectivement ils se sont rendus compte du ROI potentiel de l'intégration de cette compétence en interne, oui, par contre, n'hésitez pas à recruter ou à former en interne, parce que quelque part, ça va être les fondamentaux de la stratégie digitale qui vont quelque part être un peu ingérants sur la stratégie générale du groupe. Donc oui, former, surtout aidé par la région ou les OPCA, c'est une bonne idée. Merci Franck. Alors là, je vais revenir sur un sujet. Alors on a posé cette question, elle paraît anecdotique au milieu de l'enquête, mais ça va intéresser DPO Consulting qui s'intéresse à ces sujets de RGPD justement et de réglementation européenne. On leur a demandé, et là on était un peu surpris par les résultats. Alors je ne sais pas ce que les spécialistes du RGPD en penseront, mais on trouvait que les résultats étaient plutôt bons. On se trouve plutôt bon sur ces traitements de la donnée personnelle, puisque là on a 37% qui se considèrent plutôt bons sur le respect de la conformité vis-à-vis du RGPD et 21% qui se trouvent excellents. Et derrière, on a encore quand même une grosse partie qui doit monter sur ces sujets, puisqu'on est tous censés être dans la légalité et faire les choses en toute transparence vis-à-vis des consommateurs, notamment dans des enjeux éthiques, c'est-à-dire je reviens sur le RGPD, là je redonnerai la main à Occitanie Data forcément sur ce sujet, mais au-delà de l'aspect réglementaire, on sait qu'on a une contrainte et on a la peur du flic, hein, en France on aime bien ça, ou du radar, mais au final c'est aussi un devoir de transparence qui fait que les usages qu'on va développer doivent mettre tout le monde en confiance et de se dire voilà, si on le fait correctement et si on implique le consommateur, si on implique les parties prenantes, on aura peut-être plus de chances à faire bouger les choses et en tout cas à valoriser les données au service de ceux qui en ont besoin. Je te propose de rebondir là-dessus. Oui, moi c'était un élément qui m'a marqué dans les résultats de l'enquête, ce résultat-là qu'on a derrière nous. Alors tu l'as présenté, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Effectivement, ça peut paraître plutôt un résultat assez positif, plus de la moitié qui s'estime au clair et en règle avec le RGPD.
On peut aussi, en prenant à la fois, en ayant conscience que ceux qui nous ont répondu, tu l'as dit au début, a priori il y a un biais, c'est quand même des gens qui étaient déjà dans l'intérêt de la data et dans une certaine maturité. Et donc du coup, à l'inverse, moi je note qu'il y en a un peu plus de 41%, 41, je ne sais plus combien, 7 peut-être, 5, je ne sais plus, qui ont un problème avec le RGPD, qui ne l'appliquent pas comme il faut, voire pas du tout, alors qu'on est 2 ans après sa mise en application. Et là, il y a aussi un vrai travail à faire, à mener, parce que le RGPD, c'est pas forcément... ça peut être vu comme une contrainte, et puis effectivement, ça reste une contrainte, mais c'est quand même un formidable outil qui nous démarque des GAFAM, tout simplement. On voit aussi comment, aux États-Unis, mais notamment même en Amérique du Nord, au Canada, c'est regardé avec grand intérêt. Et voilà, je pense qu'il faut en faire un atout, en fait. Il faut en faire un atout. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est rentré. Nous, on avait fait une enquête Occitanie Data fin 2019 sur l'appréciation globalement des Français par rapport à la data, les craintes, les envies, etc. Et puis il y avait une interrogation sur le RGPD, et on voit que c'était quand même bien rentré dans les esprits. On sait maintenant ce que c'est. Alors souvent ça peut être pour dire oh là là, quand je vais sur internet, ma page, je perds du temps à cliquer, machin, etc. Mais ça rentre petit à petit, et il faut le rendre plus simple, plus acceptable. Il y a un travail d'acceptabilité aussi à mener là-dessus, et on voit qu'il y a des inégalités énormes entre la façon dont ça menait sur les différents sites sur lesquels on peut aller, par exemple. Merci Olivier. Franck, il y a un complément ? Oui, je rebondis complètement sur ce qui a été dit. Profiter des contraintes pour en faire une opportunité, c'est quand même assez malin, et d'autant plus que le RGPD aujourd'hui, ça rentre aussi dans le cadre de l'éthique du numérique sur lequel on est en train de travailler, notamment en France. C'est presque un positionnement stratégique, hein, ça contribue à la notoriété de la marque. Si derrière on a un indicateur positif stratégique dont le RGPD peut y contribuer, ça devient plutôt moteur qu'un frein. Oui. Et de plus, c'est réglementaire. C'est ça. Donc ça nous engage encore plus. Et là, on va terminer avec cette dernière question qu'on a posée. C'est maintenant quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez être mieux informés. Donc vous avez vu, on a posé un certain nombre de questions assez différentes autour de la donnée, du traitement de la donnée. La première sur laquelle il y a un vrai plébiscite, c'est on aimerait avoir plus d'informations sur la valorisation des données et l'accompagnement des PME en région. Donc il y a une attente a priori des PME, de l'accompagnement dont ils peuvent disposer sur ces sujets de valorisation des données. Arrive en deuxième position la notion de financement. Donc comment financer ces projets data. Donc pour nous, on voit ça au quotidien, on se dit quelque part, maintenant on est au courant des dispositifs, il y a la BPI, il y a la région, etc. Pour autant, c'est pas intuitif, c'est pas forcément c'est pas forcément évident de savoir par où commencer. Il n'y a pas un guichet unique qui existe en région, sauf si je me trompe, mais en tout cas pas à ma connaissance. En tout cas, il y a un vrai sujet sur comment je peux être accompagné. Et le troisième, alors qui ressort et sur lequel on ne s'attendait pas qu'il soit cette position-là, c'est l'usage des données pour valoriser l'impact des actions RSE en entreprise. Donc ça rejoindra peut-être le sujet éthique, c'est-à-dire aujourd'hui on veut faire de la data, ok, servir de la performance, ok, mais on veut aussi valoriser l'impact des actions positives qu'on a et qu'on met en œuvre, et la donnée doit être là aussi pour y contribuer. En tout cas, c'est notre interprétation et c'est celle qu'on défend au quotidien et qu'on a envie aussi de nous défendre. Et c'est pour ça que je l'interpréterai comme ça. Oui, ça peut effectivement paraître surprenant. En tout cas, ça nous a interpellés de voir en troisième position cet item, là, usage des données pour l'impact RSE. Moi, je le rejoins avec ce qui apparaît assez bas à 18%, éthique et data, parce qu'en fait, je pense qu'il y a là les gens qui ont répondu ont peut-être eu une vision assez restreinte du terme éthique, alors qu'en fait, il faut le voir au sens large. Nous, en tout cas, Occitanie Data, c'est comme ça qu'on l'entend. L'éthique, il y a l'éthique sur les données personnelles, la problématique RGPD, c'est ce qu'on a dit précédemment, mais c'est aussi l'éthique par rapport à la prise en compte de l'empreinte environnementale de tout le numérique. C'est aussi la question des biais sur les algorithmes, c'est aussi la transparence et l'inclusion citoyenne et l'explicabilité. C'est très très large, et du coup on rejoint l'usage des données pour l'impact RSE, parce que la RSE, qu'est-ce que c'est si ce n'est ce qu'on vient de citer, la prise en compte des impacts humains, environnementaux, etc. Donc on voit que ce sont des notions qui aujourd'hui ont bien pénétré le monde des entreprises. Certaines peut-être parce qu'elles y voient une opportunité
un affichage par rapport à quelque chose qui aujourd'hui est fort dans la société. Mais je pense qu'il y en a une grande partie, et j'ose espérer une majorité, qui le font aussi en tant qu'une entreprise. C'est aussi quelque part un citoyen, si j'osais, si on identifie l'entreprise d'une personne, c'est qui peut avoir des actes qui pèsent sur la société et dans laquelle on est tous. Donc là, il y a... Je pense qu'en effet, sur la question sur quel sujet souhaiteriez-vous être mieux informé, c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir montrer à quel point la donnée, l'usage de la donnée, le partage de la donnée permet d'avoir un impact sur cette partie éthique au sens large, donc incluant la RSE, et combien c'est aujourd'hui essentiel de se placer dans le cadre des objectifs de développement durable, etc. Voilà, il y a tout un cadre qui existe. En tout cas, nous, on y croit très très fortement Occitanie Data, et moi, ça m'a réjoui de voir s'il ne fallait qu'une raison pour le fait d'avoir été dans cette aventure avec vous. Là, voilà, je l'ai. C'est pour ça que j'ai fait exprès de rajouter. Ouais, je sais. Bien vu. Juste sur le point précédent, voilà, c'est vrai qu'on a parlé de la région, hein, des dispositifs qui avaient à disposition, notamment voilà, d'accompagnement, sur le financement également. Il y a aussi tout un, et tu l'as un peu dit, tout un programme hein, sur la transformation numérique aussi, hein, qui est porté par la région. Je rappelle, et ça tombe bien parce que tu es là aussi Gaël, la Mêlée est aussi un opérateur hein, voilà, qui travaille pour la région à cette transformation numérique digitale des entreprises. Et on fait appel à des experts, hein, justement, on ne sait pas tout faire à la Mêlée. Nous, notre métier, c'est d'assembler les experts, les expertises, pour les mettre au service ben voilà, de ces cibles-là. En l'occurrence, Data Consulting fait partie hein, de ces experts-là du programme transformation numérique aussi. Donc, et je crois que pour les entreprises, alors c'est pas mon programme au sein de la Mêlée, mais il y a 50% hein, du primo-accompagnement qui est financé par la région quoi, en direct. Donc pour lancer des choses, des mini-diagnostics entre guillemets pour prendre les premières bonnes décisions hein, quand on va aller choisir bah, oui, son accompagnement sur quel sujet, ça peut être aussi une solution. Donc encore merci à la région et on fait ça en étroit lien avec ADOC aussi qui est après au niveau opérationnel très impliqué aussi. Ouais. Oui, le message clair, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a lancé il y a quelques années, où il fallait vraiment que les entreprises aient leur site e-commerce, aujourd'hui, il faut qu'elles commencent leur transition numérique, voire leur transformation digitale. Et donc l'appui des pouvoirs publics, c'est vraiment de passer du rêve à l'action. Effectivement, on l'a vu, un des premiers critères, c'est par le manque de compétences, mais aussi et surtout le manque de temps. Donc cet appui financier et humain, hein, puisque à l'agence ADOC, on est là aussi pour accompagner sous forme de coaching. C'est principalement d'évangéliser le concept auprès des entreprises pour leur expliquer l'intérêt et l'urgence de le faire. Et ensuite, effectivement, par une aide financière, de pouvoir amener dans l'entreprise, dans l'ensemble de l'entreprise, auprès des équipes, des gens compétents, experts en la matière, qui permettent de garantir une certaine qualité de résultat, voilà, pour ne pas se faire piéger à engager du temps et de l'investissement sur des sujets qui ne seraient pas rentables à court terme. Donc oui, la mêlée est tout l'écosystème, et en l'occurrence la mêlée participe activement à cet accompagnement du développement économique par la transition numérique. Donc je voulais revenir là sur les éléments, puisque là on ne vous donnera pas tous les chiffres de l'enquête, hein, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver ces éléments en allant directement sur la page qu'on vous met à disposition. Il y a aussi, alors pour ceux qui connaissent, on a un outil qui s'appelle Power BI qui permet de visualiser des données. L'avantage, c'est que pour ceux qui veulent creuser certains secteurs d'activité, qui veulent voir en fonction des tailles d'entreprise, qui veulent faire des filtres, là ils auront de quoi jouer avec un accès que je vous ai mis là, mais que vous pourrez aussi retrouver dans le dossier. Et dans ce dossier, vous allez retrouver des zooms sectoriels, c'est-à-dire que les secteurs qui sont le plus ressortis, comme l'industrie, on aura une vision des enjeux, des freins, etc. Donc vous allez pouvoir récupérer quelques infos complémentaires. Et également en fonction de la taille des entreprises, voir quelles étaient les nuances en fonction de la taille des entreprises. Je ne sais plus quelle est la slide après. Voilà, elle est déjà en téléchargement, hein, c'est ça l'étude hein. Elle est déjà en téléchargement, donc vous y allez tout de suite, c'est maintenant. Alors, avant de passer aux questions, moi je revenais sur du concret, donc on parlait de cette maturité data. Nous, c'est vraiment le fil conducteur, c'est comment, en gros, avant de démarrer quoi que ce soit, évaluer là où vous en êtes en termes de maturité. Est-ce que vous avez des outils, lesquels, comment en interne c'est partagé, enfin bref, faites un état des lieux. Sur cette base-là ou sur une autre base, peu importe, mais déjà faites l'état des lieux. Et ensuite, il y a des actions qui sont possibles. Nous, on a lancé ce qu'on a appelé un diagnostic PME data-driven. Mais aujourd'hui, on a un financement qui est possible avec la BPI qui finance ce type d'action pour mettre en place un plan stratégique
data-driven dans l'entreprise, en faisant un état des lieux avec les métiers, etc. Ad-hoc est capable d'accompagner ce type de choses également. Louis en parlait, il est capable aussi de proposer ce type de dispositif. L'idée, c'est vraiment de construire pas à pas et de commencer par les enjeux business, les enjeux métiers, avant de rentrer dans la techno. J'entends tellement, enfin moi la data, je suis pas né dedans, hein, donc je côtoie beaucoup de data scientists, de gens qui parlent data au quotidien. Moi j'ai travaillé avec des gens qui sur le terrain, soulever des cartons, faire des choses comme ça, donc ils rencontrent les problématiques, les vraies problématiques du quotidien. On travaille sur les parcours clients, des choses comme ça. Et en fait, il faut d'abord se préoccuper alors je vais revenir, ça c'est mes sensibilités, de l'humain. C'est aujourd'hui comment on fait pour accompagner l'humain dans son quotidien, dans son métier. La donnée, c'est un élément, tout comme plein d'autres choses, mais en quoi elle va le servir et pas le desservir. Parce que nombre de fois où j'ai entendu des missions ou des cas d'usage qu'on va mettre en œuvre et où l'humain au final est desservi. D'une part, on lui enlève une partie de son job, en tout cas en termes de perception, et puis deux, quelquefois ça lui demande plus de job que ce qu'il en avait avant parce que la façon dont c'est mis en œuvre n'a pas pris en considération les enjeux métiers, la manière dont le métier est travaillé au quotidien avec ou sans données. Voilà, ça c'est simplement mes petites recommandations que j'imagine que maintenant on va passer aux questions-réponses. Alors on a 5 minutes effectivement pour prendre une question ou deux, et puis après évidemment on a toute la soirée. Tu restes avec nous Gaël ce soir? J'ai un peu de route mais je peux. Je vois une question là-bas et je vais répéter les questions que je vais entendre du coup. Allez-y. Alors oui, vous êtes arrivé un tout petit peu, mais effectivement, c'est quoi l'intérêt de ce diagnostic? Je crois que tu as en grande partie répondu à cette question. Je te laisse en résumer. Alors je pense que tout le monde aura une partie de réponse sur ces sujets-là, mais ça peut être intéressant de le développer. Parce que nous, on est convaincus que beaucoup de chefs d'entreprise, on l'a vu, 92% pensent que la performance, elle est là, on peut l'avoir avec les données. Par contre, aussi beaucoup ont des rêves, des illusions, et n'ont pas la méthode forcément pour mettre la donnée au service de leur activité et avoir une vision suffisamment globale et structurée leur permettant de se dire ok, qu'est-ce qui va être générateur de valeur, qu'est-ce qui va moins l'être. Donc il y a des choses et des très grosses entreprises se sont largement plantées en disant je vais investir 1 million là-dessus et puis au final ils ont généré 0 valeur. Nous on est là pour aider des entreprises alors on ne va pas travailler tout de suite sur 1 million d'investissement mais pour dire qu'est-ce que tu peux faire dans un premier temps pour monter en maturité avec peu qui va générer tout de suite de la valeur. Et ensuite, y aller progressivement. Donc, c'est plutôt construire une roadmap pour ceux qui sont techniques ou une trajectoire ou une vision structurée. Voilà, un diagnostic, il est là pour ça, faire un état du lieu et construire la trajectoire avec les éléments de l'entreprise, voilà, les forces en présence. Alors, on n'a pas trop entendu votre question, mais je vous invite. Sur la méthode en particulier, je vous invite de Data Setting, je vous invite à revenir après cette projection pour avoir plus d'éléments sur la méthode justement, c'est intéressant. Mais après sur ces sujets de structuration, je pense que vous avez aussi votre mot à dire sur ces sujets-là. Alors, je sais qu'il est les yeux rivés sur le temps. Moi, je suis en phase avec ce que tu viens de dire, donc je ne rajouterai pas forcément grand-chose. Peut-être que ça peut nous permettre de prendre une deuxième question. Oui, peut-être. Si vous avez une seconde question dans l'Assemblée, je crois on a des questions en ligne, peut-être ou pas. C'était très clair. De toute façon, c'est vrai qu'on pourra aussi revisionner tout ça. Je précise, ce sera en replay. Je vois une autre question dans l'Assemblée. Quelle est-elle? Alors, le but étant celui-là, c'est-à-dire de faire entendre des professionnels. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette remarque et je le répète, effectivement, ça a été dit, toute cette étude peut être téléchargée en ligne dès à présent, c'est ça. Et puis, évidemment, avec tous ces éléments-là prêts à imprimer, vous pourrez y avoir accès sur toutes les coutures. Je vous remercie. Bon. Je pense qu'on va prendre une dernière question, tout au fond. Sur les derniers points de l'enquête, là, où justement les pistes sur quoi aimeriez-vous être informé, dans la façon dont vous avez questionné, le champ était libre,
des réponses purement spontanées Pas du tout. Elles étaient orientées. C'était orienté. Les questions étaient orientées, c'est ça, avec Complètement. du choix. En fait, on a vraiment fait une enquête avec uniquement, et pas de champ libre, parce que déjà en termes de traitement, c'est pas du tout le même type de traitement. Mais effectivement, toutes les questions étaient orientées. Ça se fait. Juste Une dernière peut-être remarque, pardon. Olivier? Oui, juste un mot, mais ça se trouve, je vais répéter ce que tu as dit au début, mais comme je suis pas sûr, je préférerais le redire. C'est vraiment qu'un premier coup, C'est et ça. l'idée, c'est que ça en appelle d'autres. Complètement. Et du coup, c'est pour ça, fais bien de le dire. voilà, le concept d'en faire un observatoire. Là, c'était une enquête one shot, puisque pour l'instant, il On n'y a en a lancé qu'une. le. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de le ça. faire chaque année, de pouvoir le refaire et d'avoir cet observatoire qui, à notre connaissance, il me semble que c'est ce qu'on s'était dit au départ, Qui n'a pas n'a pas d'équivalent d'existence, par ailleurs en France. Donc il y a un intérêt aussi, peut-être pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont devant nous là aujourd'hui, à vraiment aller regarder de plus près, à le faire circuler. Et voilà, ça En marche fait, c'est aussi beaucoup vraiment comme ça, né. quoi. Quand on a été voir sur Google, tout simplement, on a tapé enquête, maturité data, culture data. On n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé une enquête qui existe d'une boîte parisienne qui s'est associée avec plusieurs entités également, qui a été menée en 2019 à notre connaissance. Et depuis, on ne trouve rien. Alors, soit il y a un mauvais référencement des enquêtes, ce dont je doute, parce que généralement, quand on en fait, on a envie que ça soit référencé. Donc, il y a un vrai sujet. Et comme en Occitanie, j'entends qu'on est des spécialistes du digital, de la donnée, je me dis, bon, on a peut-être une carte à jouer. Et on a besoin de bras et de mains pour contribuer à cet observatoire. Effectivement. Alors, tu peux Alors, pour remettre télécharger. l'adresse de téléchargement. Tac, c'est en haut. En gros, je pense qu'on peut le trouver sur datasulting.com. On peut le trouver. Alors, Hein, vous trouverez à cette adresse et dans les directement. menus observatoire, datasulting. Datasulting. On vous donne tout ça après cette clôture, hein, parce que je crois que ça y est, on arrive au bout. Donc merci à toutes et à tous. Je vous invite à prendre contact avec nos intervenants. Le Data Day, ça se termine aujourd'hui. Je suis définitivement triste, mais très heureux d'avoir eu des échanges de cette qualité-là, des intervenants qui ont pu montrer ce qu'ils ont fait cette année aussi, et qui pourra vous servir, notamment en termes de réflexion, mais pas que, avec des choses actionnables, des leviers qu'on a présentés aujourd'hui pour aller plus loin dans la data, plus loin, mais pas n'importe comment. Plus loin et mieux, donc ensemble, et voilà, c'est aussi ça C'est la beau ce que tu dis. particularité de l'écosystème. Tu devrais faire de la politique. Je devrais. Merci à toutes et à tous. À bientôt.